On nous répète souvent que le moderne fait tout mieux. Pourtant, certaines motos classiques atteignent un équilibre si juste, mécanique, design, usage, qu'il reste difficile à égaler, même aujourd'hui. Qu'est-ce qui rend une machine réellement parfaite? La puissance, la fiabilité, la simplicité ou cette sensation introuvable ailleurs? Commençons par une moto qui a changé les règles. Top 1. Honda CB750, 1969. À la fin des années 60, le haut de gamme routier est encore largement dominé par les Britanniques. Leur force, des bicylindres pleins de caractère, des machines rapides pour l'époque, mais souvent exigeantes. Démarrage au kick, vibration, entretien plus délicat et une fiabilité parfois inégale selon l'usage. La CB750 arrive en 1969 avec une approche presque industrielle au sens noble. Rendre la performance moderne accessible, répétable et fiable. Son cœur, c'est un 4 cylindres en ligne de 736 Nm poussé à simple arbre à cames en tête. La puissance annoncée tourne autour de 67 chevaux, mais le point crucial n'est pas le chiffre. C'est la manière. Une montée en régime plus lisse, un fonctionnement plus régulier et une disponibilité mécanique qui donne confiance au quotidien. Honda ajoute des choix d'équipement qui, replacés dans l'époque, sont décisifs. Un démarreur électrique qui transforme l'expérience d'usage, une boîte à 5 rapports pour exploiter la plage moteur plus finement, et surtout, un frein à disque hydraulique à l'avant, encore rare sur une moto de grande série en 1969. Ce disque n'est pas un détail marketing. Il symbolise le basculement vers une moto pensée comme un ensemble cohérent où la vitesse exige un freinage moderne, plus constant, moins dépendant des conditions. Et c'est ici que la CB750 devient difficile à égaler. Elle ne gagne pas seulement sur un point. Elle aligne tout: performances élevées, comportement stable, facilité d'usage et une fabrication maîtrisée à grande échelle. Cette combinaison impose un nouveau standard mondial. La grosse cylindrée n'est plus une machine capricieuse réservée aux passionnés experts. Elle devient une moto moderne, utilisable et crédible partout. Alors, posez-vous cette question. Si la perfection d'une moto, c'était justement cet équilibre entre technologie, fiabilité et sensation, est-ce que beaucoup de modèles modernes font réellement mieux ou font seulement plus? Top 2. BMW R32, 1923. En 1923, BMW n'est pas encore un acteur installé du monde motocycliste. L'entreprise sort d'une période complexe. Après la Première Guerre mondiale, la production de moteurs d'avion est fortement limitée. Il faut se réinventer. La R32 est la réponse. Mais elle n'est pas seulement la première moto BMW. Elle pose, dès le départ, une architecture technique qui traversera un siècle. Son moteur est un bicylindre à plat de 484 3, disposé transversalement. Ce choix n'est pas esthétique, il est logique. Les cylindres exposés au flux d'air améliorent le refroidissement. La disposition latérale favorise l'équilibre des masses et limite certaines vibrations longitudinales. À cela s'ajoute un élément encore plus déterminant: la transmission par arbre à cardan. À une époque où la chaîne est la norme, le cardan apporte propreté, durabilité et cohérence mécanique. Moins d'entretien, moins d'ajustements, moins d'usure apparente. La R32 ne cherche pas la puissance spectaculaire. Elle développe environ 8,5 chevaux, ce qui reste cohérent pour l'époque. Mais sa véritable force est ailleurs. Elle est conçue comme un système intégré, pas comme un assemblage de solutions opportunistes. Ce qui rend la R32 presque intouchable par le moderne, c'est la clarté de sa philosophie. Elle ne court pas après une tendance. Elle établit une identité technique forte dès sa naissance. Et cette architecture, moteur boxeur transversal plus cardan, deviendra la signature de BMW pendant des décennies. Alors une question essentielle se pose.
Combien de motos modernes peuvent affirmer avoir défini leur ADN dès leur premier modèle? La R32 n'était peut-être pas la plus rapide de son temps, mais elle était déjà cohérente, structurée, pensée sur le long terme. Et cette cohérence, plus que la puissance, est souvent ce qui rend une machine réellement parfaite. Top 3. Ducati 900 SS 1978. À la fin des années 70, Ducati n'est pas un constructeur de masse. La marque italienne évolue dans un registre plus confidentiel, presque artisanal. Mais ce qu'elle propose est radical. Une moto pensée avant tout pour la performance pure. La 900 Supersport de 1968 s'inscrit dans la continuité des succès obtenus en compétition au début de la décennie. Elle est équipée d'un bicylindre en L de 864 cm3 à distribution desmodromique. Ce système, qui commande mécaniquement l'ouverture et la fermeture des soupapes sans recourir aux ressorts traditionnels, permet un contrôle plus précis à haut régime. Sur le plan mécanique, la 900 SS ne cherche pas la facilité. Elle demande de l'engagement. La position de conduite est inclinée vers l'avant, le guidon bas, la selle ferme. Ce n'est pas une moto de compromis, c'est une moto de conviction. La puissance se situe autour de 80 chevaux selon les versions et réglages. Mais l'important n'est pas le chiffre absolu, c'est le caractère. Une réponse moteur franche, une sonorité sèche, une sensation directe entre la poignée et la roue arrière. Le châssis tubulaire, associé à une géométrie orientée sport, donne une précision en courbe que peu de machines contemporaines peuvent égaler dans cette catégorie. Ce qui rend la 900 SS difficile à égaler aujourd'hui, ce n'est pas la technologie brute, c'est la pureté de son intention. Aucune assistance électronique, aucun filtre, seulement la mécanique, le pilote et la route. Alors une question mérite réflexion. À l'ère des modes de conduite et des aides numériques, la perfection ne réside-t-elle pas parfois dans cette simplicité radicale? La Ducati 900 SS n'est pas parfaite parce qu'elle est facile. Elle l'est parce qu'elle est honnête, cohérente et entièrement tournée vers la performance authentique. Top 4. Triumph Bonneville T120 1959. Lorsque la Bonneville T120 apparaît à la fin des années 50, elle ne se contente pas d'être une évolution mécanique. Elle devient un symbole. Son nom fait directement référence au lac salé de Bonneville, aux États-Unis, théâtre de nombreux records de vitesse. Triumph comprend déjà que la performance ne se limite pas aux chiffres. Elle doit aussi raconter une histoire. La T120 est équipée d'un bicylindre parallèle de 650 cm3. Dans sa version initiale, elle développe environ 46 chevaux, ce qui lui permet d'atteindre des vitesses dépassant les 188 km/h selon les essais de l'époque. Pour la fin des années 50, c'est une performance significative. Mais la véritable force de la Bonneville réside dans son équilibre. Le moteur offre un couple accessible, une sonorité caractéristique et une souplesse qui rend la conduite naturelle. Elle n'est pas brutale, elle est progressive. Son châssis tubulaire simple, associé à une position de conduite relativement neutre, permet une polyvalence rare. Elle peut être utilisée au quotidien, sur route rapide ou transformée en café racer par une génération avide de personnalisation. La T120 devient rapidement une icône culturelle, notamment aux États-Unis. Cinéma, musique, culture rock. Elle dépasse le cadre purement mécanique. Ce qui rend la Bonneville difficile à égaler aujourd'hui, ce n'est pas sa puissance brute, c'est son identité. Elle combine esthétique intemporelle, mécanique simple mais efficace, et une capacité unique à incarner un style de vie. Alors posez-vous cette question. Combien de motos modernes peuvent prétendre traverser les décennies sans perdre leur aura? La Triumph Bonneville T120 n'est pas parfaite parce qu'elle domine techniquement tout. Elle l'est parce qu'elle atteint un point d'équilibre rare entre performance, design et culture. Top 5. Kawasaki Z1 1972.
Lorsque la Z1 apparaît en 1972, elle n'entre pas dans une catégorie existante. Elle redéfinit cette catégorie. La Honda CB750 avait déjà ouvert la voie du 4 cylindres performant. Kawasaki va plus loin. La Z1 adopte un moteur 4 cylindres en ligne de 903 cm3 à double arbre à cam en tête. La puissance annoncée avoisine les 82 chevaux, un chiffre particulièrement ambitieux pour une moto de grande série au début des années 70. Mais ce qui distingue la Z1, ce n'est pas uniquement l'augmentation de la cylindrée, c'est la manière dont la puissance est exploitée. La montée en régime est franche, l'allonge impressionnante, et la vitesse maximale dépasse les 210 km/h selon les essais d'époque. Elle devient l'une des motos de production les plus rapides disponibles à ce moment-là. Cependant, la performance pure ne suffit pas à définir une machine parfaite. La Z1 doit aussi convaincre en stabilité. Son châssis double berceau, associé à une répartition des masses travaillées, offre un comportement cohérent malgré la puissance croissante. Elle parvient à combiner brutalité et maîtrise, ce qui n'était pas systématique sur les grosses cylindrées de l'époque. Ce qui rend la Z1 difficile à égaler aujourd'hui, c'est sa position charnière. Elle marque le moment où la performance devient un objectif central, assumé, structuré. Elle ne cherche pas à être élégante comme une Italienne, ni conservatrice comme certaines Européennes. Elle cherche à être la plus rapide, tout simplement. Alors une question s'impose. Dans une époque moderne, où les chiffres dépassent les 200 chevaux, l'impact d'une moto ne dépend-il pas davantage du contexte que du simple niveau de puissance? La Kawasaki Z1 n'était pas parfaite parce qu'elle était extrême. Elle l'était parce qu'elle a déplacé le curseur de toute une industrie. Top 6. Moto Guzzi V7 Sport 1971. Au début des années 70, Moto Guzzi choisit de ne pas suivre la tendance des 4 cylindres japonais. La marque italienne reste fidèle à son architecture en V transversale, mais l'exploite différemment. La V7 Sport apparaît en 1971 comme une version profondément retravaillée de la gamme V7. Son moteur est un bicylindre en V à 90 degrés de 748 Sampeto Sato 3, délivrant environ 70 chevaux selon les configurations. Ce qui distingue immédiatement la V7 Sport, ce n'est pas une explosion de puissance brute, c'est sa stabilité à haute vitesse. Le moteur transversal, combiné à un cadre redessiné et plus rigide, offre un comportement particulièrement équilibré. La répartition longitudinale du vilebrequin donne une sensation mécanique unique, légèrement différente des architectures japonaises. La V7 Sport est également l'une des premières Moto Guzzi à être clairement positionnée comme une sportive de route, et non simplement comme une machine utilitaire améliorée. Sa vitesse dépasse les 200 km/h, selon certains essais de l'époque, ce qui la place dans le cercle restreint des motos réellement rapides du début des années 70. Mais là encore, la perfection ne se mesure pas uniquement en chiffres. Ce qui rend la V7 Sport difficile à égaler aujourd'hui, c'est son identité technique assumée. Elle ne copie pas le modèle dominant. Elle affirme sa différence. Son moteur en V transversal devient une signature, une architecture immédiatement reconnaissable, qui survivra pendant des décennies dans la gamme Moto Guzzi. Alors une question mérite réflexion. La véritable perfection mécanique consiste-t-elle à suivre la formule la plus efficace ou à maîtriser parfaitement sa propre voix? La V7 Sport ne cherche pas à être la plus populaire. Elle cherche à être cohérente, distinctive et techniquement fidèle à son ADN. Top 7. Suzuki GSX R750 1985. Lorsque la GSX R750 est lancée en 1985, le paysage des sportives a déjà beaucoup évolué. Les puissances augmentent, les carénages se généralisent, mais le poids reste souvent élevé. Suzuki va attaquer ce point précis. La GSX R750 est équipée d'un 4 cylindres en ligne de 741 cm3, développant environ 100 chevaux dans sa première version européenne. Mais l'élément clé n'est pas seulement la puissance, c'est la masse
contenu autour de 176 kg à sec, un chiffre extrêmement compétitif pour l'époque. Pour y parvenir, Suzuki adopte un cadre en aluminium inspiré directement des machines d'endurance. Ce choix n'est pas décoratif. Il permet une rigidité accrue tout en réduisant le poids global. Le moteur, refroidi par air et huile sur les premières versions, système SAC, combine simplicité relative et efficacité thermique, adaptée à un usage sportif intensif. La GSX R750 ne cherche pas à être une sportive confortable. Elle vise la proximité avec la course. Sa position de conduite, son châssis précis et sa réactivité redéfinissent les attentes du segment. Elle impose une nouvelle logique. Une sportive doit être légère, incisive et orientée performance réelle, pas seulement impressionnante sur le papier. Ce qui la rend difficile à égaler aujourd'hui, ce n'est pas la technologie brute. Les sportives modernes la surpassent largement en puissance. Mais la GSX R750 a fixé une référence durable, celle d'un rapport poids-puissance optimisé, accessible au public, sans compromis excessif. Alors posez-vous cette question. La perfection d'une sportive réside-t-elle dans la puissance maximale ou dans l'équilibre entre masse, rigidité et efficacité? La GSX R750 n'a pas simplement été rapide. Elle a redéfini ce qu'une sportive de série devait être. Top 8. Honda RC30 VFR 700-500R 1987. À la fin des années 80, la compétition Superbike devient un terrain stratégique majeur pour les constructeurs. Pour être homologuée, une moto de course doit exister en version routière. Honda décide alors de ne faire aucun compromis. La RC30, officiellement VFR 750R, apparaît en 1987. Elle est équipée d'un moteur V4 de 748 cm3, développant environ 112 chevaux dans sa configuration d'origine. Le choix du V4 n'est pas anodin. Il permet une compacité favorable à la centralisation des masses et une distribution plus précise du couple. Cette architecture reflète directement l'expérience acquise en compétition. La RC30 reçoit un bras oscillant monobras, facilitant les changements rapides de roue en course. Son cadre en aluminium, sa fourche et ses composants sont conçus avec un niveau d'exigence rarement atteint pour une moto homologuée route. Elle n'est pas pensée comme un modèle grand public. Elle est conçue pour gagner. Et elle gagne. La RC30 s'impose rapidement en championnat Superbike, renforçant son statut de référence sportive. Ce qui la rend difficile à égaler aujourd'hui, ce n'est pas seulement sa fiche technique, c'est son intention. Chaque élément de la RC30 a été développé avec une finalité claire: la performance en compétition. Alors une question s'impose. Dans un monde moderne, où les sportives le sont polyvalentes et assistées électroniquement, combien de machines sont conçues avec une orientation aussi pure? La Honda RC30 n'est pas parfaite parce qu'elle est la plus puissante. Elle l'est parce qu'elle représente l'alignement presque total entre route et piste. Top 9. Yamaha RD350, 1973. Dans les années 70, la performance ne se limite pas aux grosses cylindrées. Yamaha l'a compris très tôt. Avec la RD350, la marque japonaise propose une approche radicalement différente de la notion de perfection. La RD350 est équipée d'un bicylindre 2 temps de 347 cm3. Elle développe environ 39 chevaux selon les versions, un chiffre modeste comparé aux 900 cm3 de certaines concurrentes. Mais la clé n'est pas là. Son poids réduit, combiné à une architecture moteur explosive, lui offre un rapport poids-puissance particulièrement efficace. L'accélération est vive, presque brutale, dans la montée en régime typique des 2 temps. La RD350 ne cherche pas la stabilité majestueuse d'une grosse cylindrée. Elle mise sur l'agilité, la réactivité, la connexion directe entre le pilote et la mécanique. Son châssis compact et sa légèreté la rendent redoutable sur route sinueuse. Elle devient rapidement une référence dans le segment des sportives intermédiaires.
Ce qui la rend difficile à égaler aujourd'hui, c'est l'expérience brute qu'elle propose. Les normes environnementales et les contraintes modernes ont quasiment fait disparaître les deux temps de cette catégorie. Alors, une question s'impose. La perfection mécanique doit-elle être mesurée uniquement par les performances maximales ou par l'intensité des sensations offertes? La Yamaha RD350 n'était pas la plus puissante, mais elle offrait une pureté d'expérience que peu de motos modernes peuvent encore reproduire. Top 10. Harley-Davidson Knucklehead, 1936. Bien avant l'explosion technologique des années 70 et 80, une machine avait déjà posé les bases d'une identité mécanique forte, la Harley-Davidson Knucklehead. Lancée en 1936, elle introduit chez Harley un moteur V-twin à soupape en tête de 61 cubic inch, soit environ 1000 cm3. À une époque où les soupapes latérales dominent encore, ce choix technique représente une avancée significative en matière de rendement et de puissance. Son nom provient de la forme caractéristique des caches culbuteurs, évoquant des articulations de doigts. Mais derrière cette appellation presque informelle se cache une évolution majeure de la marque américaine. La Knucklehead offre une puissance supérieure aux générations précédentes tout en améliorant la combustion et l'efficacité mécanique. Elle pose les bases du V-twin moderne tel qu'on l'associera durablement à Harley-Davidson. Ce qui la rend difficile à égaler aujourd'hui n'est pas une question de chiffres absolus. Les motos modernes la surpassent largement en performance. Mais la Knucklehead définit un langage mécanique. Son architecture, sa sonorité, son couple caractéristique deviennent la matrice d'une identité qui traversera les décennies. Elle n'est pas conçue pour suivre une mode. Elle établit une signature. Alors une question essentielle se pose. La perfection d'une moto se mesure-t-elle uniquement à sa technologie ou à sa capacité à définir une culture entière? La Knucklehead ne domine pas par la modernité. Elle domine par l'héritage qu'elle a créé. De la BMW R32 à la RC30, de la Bonneville à la GSX R750, chacune de ces motos illustre une forme différente de perfection mécanique. Certaines ont redéfini la performance, d'autres ont imposé une identité technique ou culturelle. Le moderne dépasse souvent les chiffres. Mais dépasser une cohérence, une vision, une signature intemporelle est une autre histoire. Alors selon vous, laquelle reste véritablement inégalable? Si cette analyse vous passionne, abonnez-vous et laissez un like pour poursuivre l'exploration des grandes mécaniques de l'histoire.